sommes de retour dans votre édition du live de TV Finance et il est désormais temps d'ouvrir notre page politique, notre page législative avec notre invité, Monsieur Cédric Leboussy. Bonjour Cédric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Cédric, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet vuedailleurs.com. Cédric, juste avant de vous poser ma première question, je tiens à préciser que c'est un enregistrement, que votre intervention est donc enregistrée le 9 juin et qu'elle sera diffusée donc quelques jours après le premier tour des législatives, et donc à cause de cet événement très important dans la vie politique française que je tiens à rappeler et à préciser que c'est un différé. Cédric, les candidats de la majorité présidentielle sont arrivés en tête des votes des Français de l'étranger, où l'alliance de gauche s'est également caractérisée par des deuxièmes positions dans de nombreuses circonscriptions, et on peut noter également que les ténors de gauche, on pense notamment à Emmanuel Valls, ont été laminés. Est-ce que selon vous, cette percée de la NUPES est un mouvement de fond ? Oui, c'est un mouvement de fond, d'autant plus que Jean-Luc Mélenchon a mené une très bonne campagne. Il s'est positionné au lendemain du débat comme étant le candidat potentiel pour être Premier ministre, même si on sait qu'il n'y a plus une élection pour être Premier ministre. Donc cette dynamique a porté, en fait, si vous voulez, la coalition de gauche. Et c'est ce résultat que l'on voit, c'est le reflet de la bonne campagne de Jean-Luc Mélenchon. D'accord, vous dites qu'il a fait une bonne campagne pour les législatives. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il a fait une bonne campagne, justement ? Juste uniquement parce qu'il s'est positionné en tant que potentiel Premier ministre ? C'est pour ça ? Non. Mais, il faudrait souligner une chose, Louis-Antoine, que la dynamique, elle commence à la dernière semaine de la campagne de la présidentielle. On a vu Jean-Luc Mélenchon monter dans les sondages. Et ça s'est reflété le jour des résultats, c'est-à-dire qu'il était à 20 en début de soirée, il a terminé à 21. Mais pourquoi il a une dynamique aussi forte comme ça, Jean-Luc Mélenchon ? Il parle des sujets qui touchent, il parle notamment le grand dossier de la retraite. Et ensuite, l'autre dynamique qui s'est portée par rapport aux législatives, c'est le rassemblement, la coalition des gauches. Jusqu'à maintenant, je vous rappelle qu'aucune coalition de gauche n'avait été faite et que les élections présidentielles, les candidats des gauches, quand je parle des candidats de gauche, je parle de la grande gauche, étaient répartis. Donc, la coalition a fait en sorte que les gens se sont retrouvés avec une seule étiquette qui est NUP. Si ma mémoire est bonne, c'est Nouvelle Union Populaire et Socialiste. Donc, tous les candidats de gauche se sont retrouvés derrière cette étiquette, ce qui fait qu'on voit les résultats. Ceci dit, si les candidats de gauche étaient partis divisés, c'est-à-dire avec leur propre étiquette, on n'aurait pas eu ces résultats. Oui, donc finalement c'est très intelligent et stratégiquement très bien pensé de la part de Jean-Luc Mélenchon d'avoir cherché à réunir les partis de gauche, finalement. Oui, donc ces résultats ne sont pas dus que à Jean-Luc Mélenchon, mais il faut reconnaître une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il fait partie des gens qui ont opté pour cette coalition. Il a beaucoup fait pour qu'il y ait coalition. Alors, donc il faut... Oui, je vous coupe juste un instant, Cédric, pardon, excusez-moi, mais vous dites que Jean-Luc Mélenchon a fait une très bonne campagne. Preuve en est, certains anciens marcheurs ont rejoint la NUPES, on pense notamment à Cédric Villani ou Aurélien Taché. Dans ces dissidences, moi je me pose quand même une question. Est-ce que finalement c'est pas prendre les Français un peu pour des, excusez-moi du terme, mais pour des imbéciles, de passer de La République En Marche à la NUPES, et notamment est-ce qu'on peut finalement, est-ce que c'est intellectuellement honnête, intellectuellement et politiquement, est-ce que c'est honnête de défendre la retraite à 60 ans, le retour de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, donc après avoir voté contre, Cédric ? Alors, c'était déjà, avant de répondre à votre question, je vais quand même souligner une chose, c'est une très bonne question, Louis-Antoine. Pour vous répondre, déjà, on ne prend pas les Français pour des imbéciles, ça c'est une chose. Deuxième chose, le problème que nous avons ici, c'est qu'il y a un manque de clarté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons les choses. Il y a une coalition de gauche. Quand on dit coalition, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements politiques dans la coalition. Là, on se retrouve avec une coalition de gauche, avec un Villani qui fait partie des écologies. Il y a un mouvement écologique qui est porté par Delphine Batho, ancienne ministre et secrétaire d'État à l'époque de François Hollande.
M. Cédric Villani se retrouve dans cette coalition. Donc lui, ici, il n'est pas candidat de Jean-Luc Mélenchon. De la France Insoumise. Il est candidat qui fait partie de la coalition. Donc vous savez, quand vous faites une coalition, vous n'êtes pas d'accord sur tout. Vous êtes d'accord peut-être sur les grands principes. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps pour expliquer. Mais ceux qui achètent des journaux lisent, comprennent. Et c'est vrai que pendant une campagne, si on se met à expliquer tout ça, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Et donc les gens ont l'impression qu'on les prend pour des imbéciles, qu'on se retrouve dans un camp, on bascule dans l'autre camp. En revanche, s'il n'y avait pas eu coalition, oui, j'aurais dit qu'on prend les Français pour les imbéciles. Mais ce n'est pas le cas. D'accord, ok, je vous remercie de cette précision, effectivement c'est très important. On parle de la NUPES, de Jean-Luc Mélenchon. On disait avant les présidentielles que les présidentielles seraient son dernier round, finalement, il se présente en tant que leader de la gauche législative. Est-ce que selon vous, c'est le dernier, est-ce que c'est le dernier tour politique de Jean-Luc Mélenchon, selon vous, Cédric ? Alors, déjà en politique, c'est jamais fini. Tant que vous n'avez pas les pieds devant, c'est jamais terminé. Ça, c'est un. Mais là, deuxième chose qu'il faudrait quand même souligner, qui est quand même très fort, c'est que Jean-Luc Mélenchon est en train de mener une campagne où il n'est pas candidat. Oui, c'est vrai, donc, il se présente pas. Pour aller un peu dans votre sens, en disant est-ce que c'est son dernier tour, c'est risqué. C'est risqué pourquoi ? Parce que quand vous n'êtes pas élu, vous n'existez pas dans un courant politique, en fait. D'accord. C'est pas lui qui est président de son mouvement. Oui, c'est très clair, mais vous avez tout à fait raison et c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, Cédric. C'est qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon se présente dans aucune circonscription. Ceci étant, donc ce qui nous fait dire que aujourd'hui, la politique, c'est de l'intuitu personnel d'une certaine façon. Les électeurs votent pour une personne et non plus pour un courant d'idées. Dès lors, contrairement à ce que vous dites, mais imaginons que Jean-Luc Mélenchon, que ce soit sa dernière campagne par procuration, est-ce que vous voyez quelqu'un à gauche, si on raisonne NUPES, quelqu'un à gauche qui aurait suffisamment de charisme, pour remplacer Jean-Luc Mélenchon ? Mais il n'y a pas de leader naturel comme ça. Il y a quand même une élection en interne qui se passe, lui Antoine. Il y a une élection en interne qui se passe. Et puis, il faut souligner une chose, c'est que pendant l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon était le candidat de l'Union populaire. Et il était raisonnable que c'est lui qui mène aussi la campagne pour les législatives, même s'il n'est pas candidat. Et on le voit même dans les affiches de campagne, quand vous regardez un peu partout en France, dans les circos, vous voyez bien que les candidats aux législatives mettent quand même la tête d'Emmanuel Macron sur leurs affiches. Même si Emmanuel Macron n'est pas candidat aux législatives, il est président. Maintenant, la question de fond, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être Premier ministre n'étant pas député ? Oui, il peut être Premier ministre n'étant pas député. Mais est-ce que si la nouvelle Union populaire et socialiste à la majorité, est-ce qu'on est obligé de prendre Jean-Luc Mélenchon en tant que... Et donc, justement, pour répondre à cette question, quelle est votre réponse, justement ? Je pense que non. Non. Le président n'est pas obligé de choisir Jean-Luc Mélenchon. Il peut prendre quelqu'un d'autre. Et c'est là où il va avoir le couac. C'est là où il va avoir la difficulté pour le parti pour la coalition de gauche. Parce que le président peut prendre quelqu'un qui fait partie de la coalition. On parlait de Cédric Villani, je le dis comme ça. Mais imaginez que demain, la coalition de gauche, c'est Cédric Villani qui soit le candidat. Mais là, il va avoir un couac parce qu'il va avoir des discussions en interne. Mais c'est vrai que l'avenir de Jean-Luc Mélenchon, ici, elle est remise en question. Qu'est-ce qu'il va faire Jean-Luc Mélenchon ? Ceci dit, il peut prendre la tête du parti continuant à exister. On a bien vu, M. Bayrou l'a fait longtemps, même s'il n'était pas député, il était maire. Mais on n'est pas obligé d'être élu pour être à la tête d'un parti. Mais c'est vrai que c'est très bien ce qu'il fait Jean-Luc Mélenchon. Ouais, vous dites que c'est très intelligent, mais que finalement, par la force des choses, Emmanuel Macron ne se tirera pas une balle dans le pied en prenant Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Et puis, je ne pourrais pas monopoliser la parole. Allez-y, c'est votre interview. C'est par rapport aux accords qui ont été aussi faits à l'intérieur. Qu'est-ce qui a été décidé dans la nouvelle alliance ? Si la nouvelle alliance se retrouve avec la majorité parlementaire,
ils ont dit c'est Jean-Luc Mélenchon qui doit prendre. Mais non, de l'autre côté, le président n'est pas obligé de prendre Jean-Luc Mélenchon. Si c'est pas Jean-Luc Mélenchon, quel est le plan B? Oui, mais d'un autre côté, Cédric, excusez-moi de vous couper, mais aujourd'hui, le temps de parole est entièrement dévolu à Jean-Luc Mélenchon. À gauche, on n'entend quasiment personne d'autre, donc qui fait office naturellement de leader, et donc par la force des choses, ce serait quand même... Alors c'est ça le danger, lui Antoine, on peut le dire ici, on le voit, les partis traditionnels ont cette difficulté aujourd'hui à avoir de la confiance envers les gens, parce qu'on a l'impression de revoir les mêmes têtes. Et là, on revoit le même scénario qui se passe. La même situation se passe dans les partis d'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous enlevez Marine Le Pen, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression que ces partis n'existent pas. Oui, c'est ça, mais c'est la politique d'aujourd'hui. La politique d'aujourd'hui, c'est voter pour une personne. C'est très dangereux pour la démocratie. Lui, Antoine, il faut le dire. Oui, le Rassemblement national a réussi à faire le coup en ayant Bardella comme vice-président, président par intérim. En ce moment, ce qui est très bien. Et là, on voit, par exemple, que la nouvelle Union populaire écologique et socialiste n'a pas, en fait, si vous voulez, n'a pas de représentant officiel. Mais disons qu'aussi que ce parti n'existe que pour la campagne des législatives. Il faut distinguer la nouvelle Union populaire et socialiste de l'Union populaire qui est le parti de M. Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Donc, est-ce que demain, le candidat, le président de l'Union populaire, ce serait pas Jean-Luc Mélenchon, ce serait peut-être Jean-Luc Mélenchon, et il est juste en fait, si vous voulez, il est juste c'est pas le directeur de campagne, mais il est juste la tête d'affiche pour les législatives. Vous voyez un peu la nuance, c'est-à-dire que pour nous, on s'est dit, Jean-Luc Mélenchon est tête d'affiche pour les législatives, ça veut dire qu'il n'est pas candidat, donc il va disparaître. Non, il peut ne pas disparaître parce qu'il sera peut-être le président de l'Union populaire qui n'a rien à voir avec la coalition de gauche. La NUPES, oui, je comprends voilà. Bien, c'est toute la nuance qu'il y a en fait. Et qui est importante de préciser. Il nous reste très peu de temps, Cédric, du coup je vais vous poser ma dernière question. Vous évoquiez, on parlait d'intuitu personae, vous avez parlé du Front, du Rassemblement national. J'ai une question, on sait donc que depuis déjà quelques jours, Marine Le Pen a rejeté les avances d'Éric Zemmour. Est-ce que ça n'est pas une erreur stratégique de la part de Marine Le Pen, dans le sens où finalement, quand on analyse un peu ce refus, eh bien, on aurait tendance à penser qu'elle, finalement, elle cherche plus à préserver le nom Le Pen plutôt que les idées et à faire développer son parti en accédant à la demande d'union avec Éric Zemmour. Lui, Antoine, je vous arrête tout. C'est pas une erreur de Marine Le Pen. Comme ça, disons les choses. La politique, c'est le rapport de force. Oui, mais la politique, c'est aussi des idées qui doivent être... C'est le rapport de force. C'est de la prospective, c'est de la visibilité. Au lendemain des élections présidentielles, Marine Le Pen se ressort avec 42%. 42% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen. Au lendemain des élections présidentielles, M. Zemmour tient un discours en disant que c'est la 8e fois que Marine Le Pen perd une élection présidentielle. Je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez logique que le lendemain, après que M. Zemmour ait dit ce discours, que Marine Le Pen lui dise « Viens, on va faire une coalition ». Je vous pose la question. Oui, mais donc c'est de l'ego. C'est ce que vous dites finalement, c'est de l'ego. C'est pas de la stratégie au sens pur du terme. Dans le sens où on peut imaginer quand même que si Madame Le Pen et M. Zemmour s'étaient alliés même pour les présidentielles, si on agrège les deux résultats, on arrive quasiment à 50% des intentions de vote. Donc est-ce que stratégiquement, au lieu de préserver son nom, elle n'a pas fait le choix de préserver le nom Le Pen plutôt que finalement prendre une décision qui permettrait à son parti et à ses idées de diriger la France dans quelques années? Je n'aurais pas dit ça comme ça parce que tout simplement, lorsqu'on fait une coalition, il faut voir les accords. Qu'est-ce qui était proposé dans les accords? Il ne suffit pas juste d'aller à une élection ensemble. Il faut voir, quand on fait une coalition, il faut voir les accords. Qu'est-ce que le Reconquête proposait à Marine Le Pen et qu'est-ce que le Rassemblement national acceptait? C'est ça, en fait, les accords qu'il faut regarder. Vous avez tout à fait raison. Peut-être qu'il n'y avait pas de quoi discuter. Vous voyez, c'est pas juste aller ensemble pour représenter les patriotes. Je vous rappelle quand même qu'il y a 2 ans, lui, Antoine, ils ont essayé déjà de faire un rassemblement des patriotes. Nicolas Dupont-Aignan,
Philippot, Marine Le Pen, notamment pas Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, qui essaie de représenter un courant, ils n'ont pas réussi à le faire avec le candidat qui était il n'y a pas longtemps sur TV Finance, Monsieur Asselineau, François Asselineau. Monsieur Asselineau, ils ont essayé de faire une coalition, vous voyez, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché, lui, Antoine? C'est parce que les propositions, les accords, ils n'ont pas trouvé des accords, ils n'ont pas réussi à se trouver sur un terrain d'entente. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut regarder les circos. Est-ce qu'aujourd'hui, le Rassemblement national a beaucoup de circos potentiellement gagnants? Si oui, est-ce que vous pensez qu'ils ont le luxe, ils peuvent se taper le luxe, passez-moi de l'expression, de proposer des candidats de reconquête quand ils savent déjà qu'eux, au départ, ils n'ont pas beaucoup de candidats. Donc, vous voyez, quand vous prenez tout ça, c'est les accords qu'il faut regarder. Ils ne nous ont jamais parlé des accords. Monsieur Zemmour n'a jamais parlé des accords. Monsieur Zemmour a toujours parlé d'une coalition des patriotes. Mais qu'est-ce qu'on met derrière coalition des patriotes? On est d'accord sur quoi? L'Europe, l'immigration, le chômage, on est sûr qu'on est d'accord. La sécurité. Regardez, je vous prends un exemple, je fais un parallèle. Il y a eu, la semaine dernière, des policiers qui ont tiré sur des jeunes, soi-disant légitime défense. Mais qui prend aujourd'hui le relais dans les médias? Est-ce que vous entendez M. Zemmour prendre le relais, prendre de la hauteur sur ces discussions? Non. Vous avez vu les sorties de Marine Le Pen, elles sont complètement... Les sorties de Marine Le Pen, elle se rapproche. Elle attaque tout de suite Jean-Luc Mélenchon. Mais vous voyez, juste sur ces approches-là, il y a une différence énorme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les accords? Qu'est-ce qu'ils proposaient? On ne nous parle pas du fond, on nous parle de la forme. Donc, je ne veux pas dire que Marine Le Pen, je ne suis pas en train de prendre, je regarde les choses de façon objective. Je ne veux pas vous dire que Marine Le Pen, elle préserve... Non, c'est juste que c'est question, pour moi, une sorte de logique. Vous parlez de prendre les Français pour les imbéciles. Oui, si ça avait été fait, là, on aurait vraiment pris les Français pour les imbéciles. Ok, très bien. Merci beaucoup, Cédric. Je vous remercie pour toutes vos précisions et votre honnêteté intellectuelle. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet vudailleurs.com. Je rappelle juste avant de vous rendre l'antenne que c'est un enregistrement, que cette interview a été enregistrée le 9 juin et qu'elle sera diffusée le 15 ou le 14 juin. Voilà, désormais maintenant c'est une page de publicité et je vous retrouve pour la suite de votre live de TV Finance. À tout de suite sur TV Finance.